Bonjour Cathy. Bonjour. Bienvenue sur InPower, je suis ravie de t'accueillir à ce micro. J'ai hâte d'en savoir plus sur ton parcours parce que plusieurs personnes m'ont dit qu'il était vraiment inspirant. Okay. Donc, la première question, ouais c'est ça, et puis vraiment je sens qu'on va parler en toute sincérité et franchise, donc c'est hyper chouette. Pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Alors, je m'appelle Cathy, j'ai 48 ans, 2 enfants. Je suis restauratrice depuis maintenant 22 ans. Je n'avais pas du tout un parcours dans la restauration. Hein. J'ai fait mes études dans la mode et je devais me lancer dans ce secteur-là. Et parce que je n'ai pas trouvé de travail, j'ai pris un petit job de serveuse et c'est là où j'ai plongé dans le métier. Voilà. Pourquoi est-ce que tu voulais travailler dans la mode ? Alors, je raconte toujours que je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit à mes parents, mais c'est mes parents qui me racontent. Moi, je me rappelle surtout de la sensation que j'ai eue et du moment où je me suis dit c'est ce que je veux faire. C'était quand je suis rentrée dans un magasin de vêtements. Hein, j'étais très jeune. Donc, j'ai au fur et à mesure dit à mes parents que je voulais ouvrir un magasin de vêtements. Et puis, en grandissant, j'ai dit que je voulais en ouvrir plusieurs. Et comme j'avais cet objectif-là, voilà, j'ai cherché une école pour atteindre cet objectif, fait des prêts étudiants, etc. Donc voilà, c'était une passion. C'est encore vraiment un secteur qui me plaît, hein, mais je le considère plus maintenant comme un hobby ou voilà, comme un plaisir que... parce que le peu d'expérience que j'ai eu dans ce domaine, je ne me suis pas du tout sentie à ma place, pas du tout épanouie. Alors qu'en restauration, ça a été une vraie révélation. C'est fou. Et en fait, ce que tu nous expliques et ce que je trouve essentiel qu'on omet parfois, c'est vraiment de confronter nos rêves ou l'idée qu'on a de nos rêves au terrain et en fait réaliser si c'est vraiment fait pour nous ou pas. Parce que parfois, on a des rêves qui ne nous appartiennent pas ou qui ne nous appartiennent plus. Et en fait, parfois, on peut s'en vouloir même de plus être épanoui peut-être dans la voie qu'on a choisie ou pour laquelle on a été formé. Mais en fait, c'est juste le sens de la vie. Et toi, tu as eu la chance de te rendre compte du coup avant même de t'y consacrer. T'avais quoi, 17-18 ans quand tu as pris ce job de serveuse ou non, c'était vraiment Non, c'était juste après, j'avais 21. Ok. Parce que j'ai quand même fait mon école, etc. Enfin, voilà... Bac plus 3 et je pense que pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est important de savoir s'écouter et de pas se laisser aussi polluer par les avis extérieurs et de s'écouter vraiment les sensations qu'on a. Là, je parle pas d'intuition, mais vraiment les sensations que ça procure, parce que effectivement, moi, si j'écoutais les gens autour de moi, c'était carrément une hérésie de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis quand même endettée sur 7 ans avec mon crédit étudiant. C'était quelque chose dont je parlais depuis si longtemps. J'avais tout mis en œuvre pour y arriver. Même mon bac, tu vois... j'avais décidé de changer de section. J'étais en section économique quand j'étais en première. J'avais décidé de changer à mon époque, ça s'appelait la section G, mais tout ce qui est compta, qui était à l'époque un peu la section de quand tu n'as pas réussi à aller dans une autre. Et moi, je me rappelle avoir été dans le bureau du directeur et qui ne comprenait pas pourquoi je voulais aller dans cette section. Et en fait, pour moi, c'était OK, pour atteindre l'objectif que je veux atteindre, le bac économique va pas me servir, alors que là je vais commencer à apprendre des choses concrètes, tu vois. Donc quand parce que ça a été assez soudain, j'ai pris ce job de serveuse et c'est au bout de 3 mois en fait où j'ai la seule personne à qui j'en ai parlé, c'est mon père. Mais en même temps, quand je l'ai appelé pour dire écoute, je crois que je vais arrêter la mode, en fait je vais faire de la restauration. Et à savoir que j'étais juste serveuse, hein. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je disais, j'abandonne tout ce que j'ai construit pour être serveuse. Et alors, mes parents ont été hôteliers
toute leur vie. Donc, ils voulaient surtout pas que je sois dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. C'était vraiment le domaine où il fallait pas que j'aille. Parce que eux-mêmes n'ont pas été épanouis dans cette voie. Alors, eux ont eu beaucoup de difficultés, mais surtout, je pense que mon père, ils l'ont fait en couple. Et c'était déjà très difficile en termes d'horaire, tu vois, c'est très prenant comme métier. Et je pense qu'ils ne voulaient pas ça pour moi. Avoir cette vie qui est ultra prenante. Enfin, c'est pas, tu t'arrêtes pas à 18h, quoi. Non. Tu vois, moi, mon père, le nombre de fois où il est parti la nuit, où il a fait les nuits à l'hôtel, enfin... Donc, je pense qu'ils n'avaient juste pas envie de ça pour moi. Mais quand je lui ai dit, écoute, ça fait 3 mois que je suis serveuse et en fait, il n'y a pas un matin où je ne me suis pas dit j'ai envie d'y aller. Enfin, j'y suis toujours allée avec beaucoup d'envie. Je ne suis jamais allée à reculons. Et bon, là, il m'a dit, de toute façon, je sais très bien que quand tu dis les choses, c'est que ta décision est déjà prise. Donc, il m'a dit, mais tu es quand même bien conscient de ton prêt, etc. etc. J'ai dit oui, j'en suis consciente, mais là, c'est ce que je veux faire. Alors, j'ai plusieurs questions pour toi. La première, et je pense que c'est important de le démystifier. Après, c'est ta vision des choses, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a plusieurs personnes qui doivent se dire, mais c'est surprenant de se dire... Je vais chaque matin aller servir alors qu'il y a des personnes qui sont franchement pas hyper sympas avec moi. Ouais. Et pourtant, je l'observe personnellement. Récemment, ça m'a vraiment interpellée entre différentes endroits où je vais aller. J'ai vraiment l'impression que le service, pour certaines personnes, c'est une seconde nature. Ouais. Il y a vraiment, et tu en fais peut-être du coup partie, pour avoir eu cette vocation très tôt, parce que vraiment, il y a des personnes, mais tu te dis, waouh, enfin... Tu sens qu'elle est vraiment concernée par le choix que je vais faire, qu'elle a envie de bien me recommander, qu'elle a envie que je passe un bon moment. À l'inverse d'autres qui en fait sont un peu là parce qu'elles doivent être là. Oui, ou en tout cas, parce que c'est un métier alimentaire pour beaucoup. Hein. Voilà. Mais donc déjà, ça, je me questionne par rapport à toi, comment tu vis les choses quand tu n'avais pas toujours des personnes très sympas en face. Et ensuite, en effet, par rapport à ce prêt qui quand même devait être assez lourd, est-ce que tu avais déjà la vision qui s'est avérée être la suite de ta vie, de construire une sorte d'empire dans la restauration, qui du coup peut aider à rembourser ce prêt, ou est-ce que tu étais vraiment mode carpe diem ? Là, je sais que en fait, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire et ce dans quoi je suis épanouie. Pour le prêt, on verra quoi. Alors déjà, pourquoi je dis que je me suis trouvée, c'est que... Vraiment, tu vois, j'en ai des frissons quand j'en parle. J'ai vraiment beaucoup de frissons. Pour moi, en fait, m'occuper des gens à la base, des gens qui viennent dans un restaurant, c'est pour passer un bon moment. Voilà. Donc déjà, en fait, je trouve que de prime abord, c'est magique comme métier. Tu vois, c'est qu'en fait, tu reçois des gens qui sont censés venir passer un bon moment. Et en fait, toi, tu es là pour faire en sorte qu'ils passent un bon moment. C'est-à-dire que tu peux générer chez des gens très facilement des émotions positives. Et pour moi, c'est aussi un métier social parce qu'en fait, tu vois tellement de différentes personnes. Il y a des gens très seuls qui viennent dans un restaurant. Enfin, tu vois des bouts de vie. Enfin, tu vois des couples qui se disputent, des couples qui viennent de se rencontrer, des gens qui sont seuls, des familles. Enfin, il y a tellement de choses. Et en fait, toi, tu participes à un moment de leur vie, finalement, même si t'es invisible, entre guillemets. Mais en tous les cas, tu peux aider à provoquer une émotion. Et je sais que moi, je disais toujours, et je le dis toujours à mes équipes, quand une personne seule arrive dans le restaurant pour manger seule, je dis, ne dites jamais à la personne bonjour, donc vous êtes seule. Parce que c'est hyper négatif. Imagine la personne, je sais pas, elle est en pleine rupture, elle est dans le mal et elle est pas bien et elle arrive, t'es en train d'appuyer. Tu vois, là où ça fait mal. Voilà. Ouais. Donc vous devez présenter les choses de manière beaucoup plus positive en disant une personne et moi j'aime bien qu'on fasse toujours une petite blague. De toute façon vous n'allez pas être seule, nous on est là. Voilà, on va vous embêter. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que parfois j'y vais seule. Un truc que j'avais vraiment du mal à le faire avant et c'est marrant, c'est le fait qu'une de mes amies proches y aille souvent et me dise mais moi je m'en fous, bien sûr je vais tout le temps rester toute seule. Qu'en fait je me suis dit pourquoi pas, c'est-à-dire qu'entre 2 rendez-vous tu sais pas où te poser, pose-toi au resto quoi, surtout season où du coup je vais souvent. Ouais. Et c'est vrai que parfois la phrase vous attendez quelqu'un, de dire non,
C'est gênant. En fait, t'es pas censé te sentir mal, Mais c'est gênant. mais c'est gênant. C'est gênant. Non, je non. suis complètement d'accord. Je n'attends personne. Non, je suis seule. Et des fois, tu Ouais. vois, moi, quand j'entends une personne de mon équipe le dire, j'arrive toujours en disant une blague et je dis, mais cette personne n'est pas seule du tout. Nous sommes là. Donc, non, cette personne ne va pas être seule. Enfin, tu vois, donc, Mais c'est aussi un truc sociétal, en fait, Complètement. culturel, à apprendre à voir le fait d'être seul ne veut pas dire qu'on... En anglais, je trouve ça beaucoup plus parlant parce qu'il y a alone Oui. et lonely. ouais, Et le fait d'être seul ne veut pas dire qu'on se sent on en se sent solitude. seul. Oui, Voilà. complètement. Et c'est vrai que j'ai l'impression que culturellement, on n'a pas trop ça, Mm. quoi. Et c'est voilà, donc c'est vrai que moi j'adorais vraiment partager avec tous mes clients, quoi. C'était enfin je me rappelle que mon directeur de l'époque était halluciné par les sommes de pourboire que je pouvais faire, mais tu vois, je mettais un mot sur chaque addition personnalisée et sincèrement moi les clients désagréable. Je me dis toujours, on ne sait pas pourquoi ils arrivent, ils sont énervés, pas bien. Enfin, bon, généralement, c'est nous qui prenons, hein, mais j'explique toujours que plus tu vas être gentil, bienveillant, ça change l'humeur de la personne. Moi, j'ai toujours, vraiment, j'ai jamais eu un seul cas où la personne n'est pas partie en me disant bah, merci beaucoup. Parce que je pense qu'on peut, par de la gentillesse et de la bienveillance, transformer la manière dont la personne vous parle. J'excuse pas tout, hein, mais enfin, genre l'irrespect, non, j'accepte pas. Mais voilà. Et pour faire ça, il faut aimer profondément ce métier. Et je pense qu'il faut aimer les gens. Enfin, moi, j'adore les gens. J'adore leur faire plaisir. Tu vois, j'adore retenir leurs petites habitudes. Enfin, voilà, c'est... Et j'ai vu aussi pendant le Covid ce côté social, c'est que quand les gens pouvaient, on a ouvert nous à la vente à emporter, on était heureusement là pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'on était les seules personnes Qu'elle voyait et avec qui elle pouvait avoir une vraie discussion, tu vois, physique. Un peu de puis même nous on était super contents, tu vois. Du coup après on avait des clients qui venaient tous les jours. Et on savait qu'ils allaient discuter un petit peu. Enfin, voilà, c'est... voilà, moi, je trouve que c'est un métier qui est extraordinaire pour ça. C'est normalement, on doit apporter du bonheur aux gens. Donc, il y a peu de métiers, tu vois. C'est vrai, Comme ça, c'est une très belle façon de le voir. Et, Mm. et c'est vrai que c'est plus que juste se nourrir, quoi. Ouais. C'est de prime abord, on peut voir que ça, alors que derrière, c'est une expérience, des souvenirs, voilà, il y a peut-être des gens qui se sont déclarés leur flamme. Mais j'en ai chez plein, Cézanne, moi. tu vois, Moi, c'est j'en ai plein, là, il n'y a pas longtemps. J'ai un couple qui est revenu. Ils ont fait la photo au même endroit et la même photo qu'ils avaient fait il y a 5 ans, où en fait, c'était la première fois où ils se sont dit « je t'aime ». Tu vois, un autre couple qui s'est marié et pareil, lui m'a dit, il me dit franchement pour moi Cézanne c'est incroyable parce que c'est vraiment la première fois où j'ai dit je t'aime à ma femme. Enfin tu vois, je trouve ça fou de faire partie de l'histoire de personnes. C'est vrai. Sur mes restaurants d'avant, sur le café crème, j'ai fini par avoir des bébés café crème, c'est-à-dire des gens qui s'étaient rencontrés au café crème, qui ont fini par avoir des enfants et voilà quoi. Donc ça, je trouve ça fabuleux, moi, tu vois. Et donc, est-ce que quand tu étais serveuse et que tu dis, en fait, je change de voie, là, je passe de la mode à la restauration, tu avais conscience de ce qui pouvait s'offrir à toi ? Pas du tout. Quand j'ai décidé de faire ça, c'était purement sur l'instant. J'ai pas projeté. Comme j'avais eu quand même une mauvaise expérience dans la mode qui m'avait pas mal abîmée, où j'avais perdu confiance en moi et tout. Là, je me suis dit, ok, là, ça me reconstruit, en fait, en termes de confiance, tu vois. Et c'était quoi ? C'était un management désagréable ? C'était dépréciatif ouais, enfin, j'ai fini en burn-out. Hein. Il y a un jour, je suis descendue pour le déj, j'ai pas pu y retourner, quoi. Tu vois. Vraiment, enfin, j'étais harcelée par mon boss. Enfin, c'était l'enfer, quoi. On m'avait enlevé de l'open space pour me mettre dans un placard. Toi spécifiquement, c'est-à-dire que Ouais. c'était pas l'ambiance générale. Parfois, Non. tu sais, il y a des managers Non, qui sont c'était juste moi pas désagréables. spécifiquement. Ok. Tu vois. Et Pourquoi pas te virer, en fait, ce serait plus franchement, simple. encore quand même. aujourd'hui, je comprends pas la raison, mais j'ai même pas envie de m'attarder à ça, tu Oui, vois. c'est vrai. Parce qu'en fait,
quand je suis arrivée dans la restauration, c'est ça aussi, je pense, qui a été bénéfique pour moi, c'est que je me suis rendu compte que j'étais bonne là-dedans, que j'étais bonne serveuse, tu vois. Au début, j'en avais pas conscience, mais Je le dis, c'était mes les managers. clients te le... Ouais. Tu sais, dans un restaurant, tu as toujours une section qui est plus importante que les autres, et bah, c'était toujours à moi qu'on la donnait. Enfin voilà, j'étais valorisée. Alors que comme je venais d'être complètement dévalorisée, pour moi, c'était un peu une parenthèse de reconstruction et de ok, super, je vais bosser, je suis bien, j'aime ce que je fais, je m'occupe des gens, apparemment ça fonctionne, tu vois, donc tant mieux, tu vois. Et au final, je m'étais dit, à ces 3 mois, là, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais partir faire une expérience à Londres, par exemple, pour apprendre l'anglais, hein, parce que clairement, avec mon anglais scolaire, c'était pas ça. Et en fait, à ce moment-là, les propriétaires, c'est une chaîne de restaurants, m'ont proposé de passer assistante manager. Et j'ai accepté en me disant bah, super, à mon âge, au bout de 3 mois, on me propose d'être assistante manager. Quoi qu'il arrive, manager une équipe, ce sera de l'apprentissage. Après, tu peux t'en servir dans n'importe quel métier. Donc, donc j'ai saisi cette opportunité. Donc, j'ai changé de resto et je suis devenue assistante manager. Bon, là, ils m'ont fait la misère, clairement. J'étais la seule... il y avait une autre femme, mais j'étais la seule jeune femme. Et c'était dur, c'était très, très dur. Il a vraiment fallu que je travaille 2 fois plus que les hommes. Mais quand je dis 2 fois plus, c'est ils travaillaient 8 heures, moi j'en travaillais 16, quoi. C'était, Et comment tu l'expliques ? Parce que si tu délivrais tu vois, le même résultat. Alors, au moment où ils m'ont passé assistante manager, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents de mon travail, je crois. Je ne pourrais pas dire pourquoi. Et en plus, j'avais un des propriétaires qui habitait dans l'immeuble au-dessus. Et il me disait régulièrement que j'étais nulle. Pourquoi ils t'ont passé assistant manager si t'étais nulle ? Ils m'ont passé assistant manager parce qu'on avait une grosse réunion où j'avais fait part... à l'époque, il n'y avait que des serveuses suédoises. Donc, j'étais la seule française. Et elles étaient mécontentes du nouveau directeur. Et en fait, elles m'avaient demandé un peu d'être le porte-parole de ce qu'elles avaient à dire. On avait fait une grosse réunion justement avec les deux boss. Et encore aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurais été capable de prendre la parole face à ces 2 personnes. Hein. J'étais un peu inconsciente à ce moment-là, je pense. Et en fait, je leur ai fait part de ce qui n'allait pas. Enfin, je leur disais, je suis le porte-parole, hein, que je ne prenne pas tout. Mais en revanche, je leur ai fait part de tout ce qui n'allait pas, mais à chaque fois, j'ai apporté une solution. Et en fait, quand ils m'ont convoqué après pour me proposer ce poste d'assistante manager, ils m'ont dit, en fait, ce qui nous a plu, c'est que tu n'as pas fait que... énoncer les problèmes. Énoncer les problèmes. En fait, tu as à chaque fois proposé une solution qui, d'ailleurs, était plutôt pas mal. Donc ils se sont dit, il y a peut-être un potentiel. Alors, je pense que... donc, Richard, à l'époque, il me disait que j'étais nulle. Pour lui... Alors, à l'époque, je disais, mais pas du tout. Je ne suis pas du tout chance de caractère, mais il n'avait peut-être pas tort. C'était aussi une manière pour lui de me piquer pour que je donne plus et que je me challenge, tu vois. Et finalement, il avait raison parce que au lieu de comme dans mon expérience dans la mode, ça m'a complètement abattue, j'ai abandonné. Là, en fait, comme je me sentais bien dans ce métier, je me suis dit, je vais lui montrer que je suis pas nulle. En fait. Mais alors, pourquoi je suis mal à l'aise avec cette façon de voir les choses ? C'est que du coup, il faudrait qu'on maltraite, entre guillemets, ses employés pour qu'ils exploitent leur potentiel. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être une autre façon de le montrer ou de les challenger. Alors, plus particulièrement à mon époque, quand tu étais une jeune femme. Ouais. Moi, je dénonce pas tout ce que j'ai pu entendre, hein, parce que aujourd'hui, ce serait genre scandaleux. Donne-nous quelques exemples quand même, parce que je suis pour qu'on se rende compte du chemin qu'on a parcouru. Ah oui, c'est ce que je dis aujourd'hui. Hein. On se rend pas compte, moi, de ce que j'ai pu entendre qui était complètement banalisé, mais même,
Moi, on me disait de toute façon, quand ils venaient les deux boss au resto, j'entendais des phrases non mais de toute façon t'es pas bonne, de toute façon Cathy elle fera jamais d'enfant parce que pour avoir un enfant faudrait déjà qu'elle couche avec un mec, de toute façon t'es nulle, enfin et c'était à cette époque-là, en fait, j'encaissais les choses sans rien dire, quoi. Enfin, il y avait d'autres gens autour qui entendaient. Ça avait l'air scandaleux pour strictement personne. Et en gros, pourquoi j'ai bossé. C'était un choix aussi pour moi de bosser 16 heures au lieu de 8. Parce que c'était, de toute façon, une femme ne peut pas faire la même chose qu'un homme dans ce métier. Alors pourquoi ? Pour des raisons purement, genre il faut déplacer un fût de bière, t'es pas capable de déplacer un fût de bière de 30 litres, etc. Moi, je leur ai montré que j'étais pas un sous-humain et que je pouvais faire exactement le même métier qu'un homme. Et c'est pas parce que peut-être j'aurais pas pu déplacer un fût de bière de 30 litres, parce que de toute façon j'aurais trouvé la solution pour le faire. Mais qu'en tous les cas, j'allais prendre un petit peu de hauteur et leur apporter aussi ce que la sensibilité d'une femme peut apporter dans un restaurant, tu vois. Mais voilà, ouais, non, j'ai entendu, sincèrement, c'était des horreurs. Des horreurs. Oui, et en plus, je crois que c'est quand même encore le cas dans certaines cuisines. Enfin, Ouais. on sait que c'est un milieu qui est encore particulièrement misogyne et hiérarchique. Et, c'est un milieu d'hommes, hein. C'est encore. Ouais. Mais ça évolue. en fait, c'est marrant parce que j'entends pas mal de femmes dire ça, mais en fait, de tous les secteurs. Ouais. C'est-à-dire, quel milieu n'est pas encore un milieu d'hommes ? Je veux dire, la finance, le sport, la restauration. Enfin, et même la mode qui est censée être plus équilibrée, les créateurs sont plus nombreux que les créatrices, tu vois. C'est vrai. Enfin bon, comme tu dis, ça commence à changer, mais il y a encore beaucoup de femmes, de par le fait qu'il n'y a pas assez de rôle modèle encore, ne se projettent elles-mêmes, pas forcément, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de discrimination à l'embauche. Donc du coup, toi, tu passes assistant manager, tu travailles énormément. Quand est-ce que tu arrives à passer à l'étape d'après, ou est-ce que tu choisis de partir parce qu'en fait, t'en as marre de la façon dont on te traite ? Non, c'est suite à une des fois où donc Richard m'a dit que j'étais nulle et que de toute façon, j'étais une petite snobinarde qui n'avait pas besoin de travailler. Et en fait, là, ça m'a mis en colère parce que c'était totalement infondé et injuste. Parce que, il ne connaissait pas ma vie. Et en plus, il se trompait. Donc, et ça m'avait clairement mis en colère. Et du coup, ce jour-là, je me suis dit, OK, alors là, je vais lui montrer ce que je suis capable de faire. Et le jour où il sera satisfait, je pars. Ce jour est arrivé. Et il me rappelle parce qu'il promenait son chien. Et il m'a appelé un soir. Il m'a dit de venir à l'extérieur comme ça. Et il m'a dit Cathy, un jour, tu seras patronne. Et là, c'était la victoire pour moi. La victoire. Du coup, la semaine d'après, j'ai pris rendez-vous au bureau. Et entre-temps, j'avais une serveuse avec qui on avait projeté de peut-être partir à New York ensemble pour explorer l'expérience. Voilà. Donc, je suis allée voir. Je leur ai dit, voilà, j'arrête. Ils m'ont demandé pourquoi. Je dis, parce que j'ai atteint mon objectif et je vais partir à New York. Et là, ils m'ont dit, écoute, ça a été une super expérience pour nous. De toute façon, tu auras toujours ta place. Donc, tu as raison, va vivre ton expérience, c'est super. Et quand tu reviens, viens nous voir, tu auras toujours une place. Donc, pour moi, c'est une vraie victoire. Ouais. Et donc, je suis partie à New York. T'avais quel âge là, du coup ? C'était combien de temps après ? Ouais, j'avais 22. Ah oui, t'es restée 1 an, quoi. Ouais, en tout et pour tout, je suis restée 1 an. D'accord. Et j'aurais peut-être pas tenu 3 ans non plus, je sais pas. Mais donc je suis partie à New York. Finalement, je suis partie seule parce que ma copine ne pouvait pas partir et moi j'avais un gros chagrin d'amour, donc c'était urgent que je m'en aille. Donc je suis partie
Et là, franchement, c'est un conte de fées. Alors, j'ai l'impression que je le raconte beaucoup, mais j'ai conscience que j'ai vécu un truc incroyable. Donc, je suis arrivée à New York. J'avais réservé 3 jours dans une auberge de jeunesse. Moi, j'étais jamais allée aux États-Unis. Enfin, j'avais jamais voyagé comme ça toute seule. Donc, je m'étais vraiment fait un film comme les comédies américaines, tu sais, où c'est super, au bout de 2 jours, tu as une coloc avec plein de gens cool, tout ça. Et voilà, j'ai atterri dans une auberge de jeunesse avec une chambre avec des barreaux, enfin, l'enfer. J'ai pleuré toute la nuit, je voulais repartir le lendemain et tout ça. Et j'ai appelé ma mère le lendemain, qui m'a pas laissé parler, qui m'a dit j'ai un ami d'enfance qui est à New York, appelle-le, etc. Comme ça, je sais que tu as quelqu'un sur qui te compter, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Cette personne-là m'a dit, je viens te chercher. Il y a un studio dans mon immeuble qui est disponible. S'il te plaît, mais je veux que tu le vois avant. Peut-être que tu pourras le louer, etc. Et là, je me suis retrouvée sur Madison Avenue, à côté de Central Park, avec un espèce de tout petit studio, comme une maisonnette posée sur un toit, avec tout le toit pour moi. Donc le film commence là. Le film la commence. Comédie n'est. Mais vraiment, parce qu'en plus, il m'a tellement dit oui, non, je préfère que tu le vois parce que je veux pas Je veux pas être responsable si t'es déçu. Voilà, tu vois. Donc en fait, je m'attendais à un taudis ou un truc mais horrible et tout ça. Et de toute façon, je savais que fallait que je prenne quelque chose. Donc moi, au départ, je lui ai dit non, mais je le prends. Il m'a dit non, vraiment, je veux que tu le vois. Et là, vraiment, je m'attendais au pire. Non, mais quand je suis arrivée dans cette petite maisonnette. Et qu'en plus, il m'a dit bon, là, il y a la clé, tu peux aller sur le toit. J'ai dit comment ça, je peux aller sur le toit? Genre, c'est ma terrasse. Et il m'a dit oui. J'ai dit, mais ça, c'est. Mais je suis en train de vivre le rêve américain, tu vois. Donc là, il m'a dit ok, on va chercher tes affaires, tu peux emménager. Et ensuite, je lui ai dit que je voulais chercher des petits jobs dans des restos. Il m'a dit qu'il y avait un restaurant français juste en bas de l'immeuble, qu'il connaissait le propriétaire, que j'aille le voir de sa part, etc., etc. Et donc, c'est ce que j'ai fait le lendemain. Et quand je suis arrivée devant le restaurant, à l'intérieur, derrière le bar, il y avait un pote à moi de Paris qui s'appelait Naïm. Et quand il m'a vu, on s'est vu, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Je viens de m'installer, je vais chercher du travail. » Et il m'a dit « Ici, il n'y a pas, mais ils ont un autre restaurant un peu plus haut, va voir, etc. » Donc, en fait, j'ai eu un job au départ j'étais au vestiaire, donc dans un restaurant qui s'appelait Le Charlot. Donc là, c'était super. J'ai gagné beaucoup d'argent en prenant les manteaux des gens. C'était incroyable. Et voilà. Et on m'avait donné plein d'adresses à aller voir avant de partir. Et je suis allée voir plusieurs restaurateurs là-bas. Et en fait, j'ai commencé à bosser dans plusieurs restos. Parce que pour moi, le service aux États-Unis est reposant. Enfin, tu vois... tu prends tes commandes, tu apportes tes boissons et après, tu fais plus rien. T'en as d'autres qui amènent tes plats, d'autres qui débarrassent. Donc pareil, je me suis mise à bosser matin et soir. Ouais, pardon, en fait, je me pose la question, mais après, j'ai essayé de me rappeler de mes expériences à New York. Comment ça se fait qu'il y ait moins de travail pour une serveuse à New York qu'à Paris ? Ah, il n'y avait pas moins de... Enfin, moins de travail, il y a moins de choses à faire. Tu disais c'était reposant. Ouais, moins de choses à faire. Parce qu'il y a plus de staff. Il y a beaucoup plus de staff. D'accord. Et en fait, généralement, tu as ce qu'on appelle un boss boy. Donc, c'est celui qui vient débarrasser, redresser la table, etc. Tu as un food runner, c'est-à-dire une personne qui apporte tes plats. Donc, en gros, toi, quand tu es serveuse, tu viens, tu prends la commande, tu envoies ta commande. Généralement, tu apportes les boissons. Et après, en fait, tu as juste à aller faire du relationnel avec les gens. Okay. Donc, en fait, physiquement... par rapport à de la restauration en France où c'est très très intense, physique et fatigant ouais. et tu cours tu vois partout. Là pour moi c'était vraiment, en plus je bossais dans des petits restaurants donc vraiment c'était j'étais pas fatiguée physiquement tu vois. Et puis voilà, j'avais envie de je bossais dans vraiment des restaurants complètement différents donc c'était hyper intéressant justement. Et donc voilà, donc j'en ai fait plusieurs, j'ai pas mal bossé. Bon là c'était super, hein, je gagnais beaucoup d'argent, j'avais des potes. Je partais à Miami tous les 15 jours en plein hiver parce que j'avais décidé qu'il faisait froid et que je voulais aller au soleil. Enfin c'était c'est une vie. C'est fou qu'on puisse gagner aussi bien sa vie non, mais c'était en étant serveuse à New York. Non mais c'était indécent. Si vous nous écoutez et que vous ne savez pas quoi faire, alors je sais pas comment c'est aujourd'hui. Je sais pas comment c'est aujourd'hui. Ouais. Attention, mais parce que moi c'était il y a très longtemps quand même.
Mais c'était indécent. Vraiment, c'est le cas de le dire. Indécent. Après, tu l'as mérité, tu vois. Tu chômais pas. Ah oui, bah moi, j'étais. Du coup, je disais que j'étais en année sabbatique et tout le monde disait, mais t'es pas en année sabbatique, tu travailles. Je dis, mais vous vous rendez pas compte. Enfin, je travaille, je me sens pas fatiguée, je gagne beaucoup d'argent, je me réveille le matin, il fait froid, je prends un billet pour aller à Miami. Oui, je suis en année sabbatique pour moi. Parce que du coup, à ce moment-là, je projetais pas encore beaucoup. Et un jour, dans un des restaurants, j'ai rencontré un couple qui était en train de monter un business. Je vais te la faire courte, mais voilà, ils m'ont proposé d'être manager de ce concept. C'était un magasin qui s'appelait L'Appartement. C'était à l'époque un des premiers concept stores. Et donc, ils m'ont proposé d'être manager général de ce truc-là. Donc, incroyable, parce qu'en fait, j'étais serveuse. Hein. C'est ce qui peut arriver aussi aux États-Unis, qui est assez incroyable. Ouais. Et donc, je suis rentrée en France pour faire valider mon diplôme en anglais. Ils avaient pris un avocat. C'était parti, tu vois. Et donc, du coup, j'ai arrêté de bosser dans les restos pour me consacrer à ça. Et je crois qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, alors c'était pas encore ouvert, hein, je les aidais sur l'avant et tout ça. Et en fait, un jour, on avait un rendez-vous pour que je rencontre toute l'équipe que j'allais manager. Je suis sortie de là en pure angoisse. Je me sentais pas bien et j'ai réalisé que depuis 2 semaines, je dépérissais. Alors qu'à la base, c'était un job de rêve. Et en plus, on me faisait mes papiers. Enfin, tu vois, c'était un truc de fou, quand même. Et rebelote, j'ai appelé mon père. Et je lui ai dit, ça va pas du tout. Et je sais que sur le papier, c'est le rêve. Mais moi, ça fait 3 semaines que je suis pas bien, je suis angoissée, je me sens pas bien, quoi. Et donc, je lui ai dit, je pense que je vais arrêter et que je vais retourner bosser dans les restos. Donc, pareil, il m'a dit la même chose. C'est beau parce que tu t'écoutes vraiment beaucoup, quoi. Tu vois, c'est vrai que en plus, à l'époque où, tu vois, il y a une vingtaine d'années, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait limite un peu plus confiance aux jeunes, tu vois, parce qu'il y a plus de possibilités, plus de portes. Mais c'est vrai que j'essaie d'imaginer, il y a 20 ans, refuser un poste de manager pour rester serveuse, tu vois, tu te dis... mais en fait, ce qui compte, c'est que... Et c'est souvent aussi quelque chose que j'essaie de partager, c'est en fait ce qui compte, c'est pas le titre, c'est est-ce que chaque jour, tu aimes ce que tu fais. Ah oui. Chaque jour. Ah oui, il n'y a pas de saut métier en fait. L'important pour moi, c'est de t'épanouir dans ce que tu fais. Hein. Exactement. C'est ça le plus important, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Le bonheur, c'est de choisir ce que tu fais. C'est pas le titre, en fait. C'est juste, si toi tu es heureux, je sais pas, en étant n'importe quoi, ou serveur, menuisier ou quoi, mais tant mieux. Moi, pour moi, c'est déjà une chance que de le réaliser, quoi. Ouais, oui, c'est exactement ça la réussite. C'est le succès, tu vois, pour moi. Donc, et je pense aussi, maintenant je le comprends, parce que j'ai fait tout un travail sur les émotions, voilà. Parce que, on peut en parler un peu, hein, tu sais, ici on parle de plein de choses. Hein. Oui, parce que je suis HPE, donc c'est haut potentiel émotionnel. D'accord, donc c'est hypersensible C'est hypersensible, mais alors c'est vraiment... alors je sais que ce mot est un peu, entre guillemets, vulgarisé, mais quand on est diagnostiqué réellement, médicalement, c'est vraiment... c'est compliqué à vivre, il faut l'appréhender. Et du coup, clairement, je suis quelqu'un qui va ressentir à 80% une émotion, alors qu'une autre personne va la ressentir à 20%. Donc en fait, quand je te dis, quand je te dis j'ai un souvenir heureux, j'ai des frissons. Quand je te dis j'étais pas bien, c'est que tu me vois, tu as l'impression que je fais une dépression nerveuse. C'est pas juste je suis pas bien. C'est que je suis profondément mal et je peux ne plus manger, ne plus me lever, etc. Donc en fait, pour moi... tout est décuplé. Ouais. Et prendre ce genre de décision, c'est limite de la survie. Tu vois, c'est... Oui, ok, ça fait sens. Maintenant, je comprends mieux. C'est pour ça que parce que rationnellement, tu vois, moi, je me mets à ta place, je me dis... Je le savais pas à l'époque, hein, tu vois. Moi, ça fait que 3 ans, 4 ans que j'ai ouvert ça chez moi. Et, c'est hyper récent. Ouais. Purement par hasard, d'ailleurs. C'est fou. Ouais. Mais en même temps, c'est assez méconnu. Mais je me comprends maintenant, tu vois. Et c'est beau, en effet, de se comprendre parce que c'est... quand on a un fonctionnement différent, quand on a un fonctionnement différent, au final, tout ce qu'on a envie de savoir, c'est pourquoi. Ouais. Et une fois qu'on a le pourquoi, c'est pas plus facile à vivre, mais c'est plus facile à surmonter.
Donc je pense aussi que c'était pas possible pour moi de rester dans cet état, en fait. Ouais. Donc c'est pas non plus quelque chose pour moi d'incroyable que d'avoir pris ces décisions. Tu vois, c'est pas, je trouve pas, ça valorise pas le choix. C'est juste que c'était pas possible pour moi de continuer à vivre comme ça. La chance, entre guillemets, du coup, des personnes qui ressentent vraiment beaucoup leurs émotions, c'est qu'en effet, il n'y a pas d'autre choix que de les écouter. Ouais. Là où une personne plus rationnelle va faire pencher la balance du côté de la raison, il Oui. n'y a pas de bien ou de mal. Ouais. Mais en tout cas, toi, voilà, moi, ce que je valorise, c'est le fait que vraiment tu t'es écouté, quoi. Et du coup, voilà, j'ai arrêté. Le soir même, je suis retournée voir mes potes dans le resto. Et c'est là où tu te dis, et là, quand je suis arrivée dans le resto, et que je leur ai dit, vous pouvez me remettre sur le planning, et la joie que j'ai ressentie, le bien-être, c'était en même temps du soulagement, du bonheur, de l'excitation, tout ça. Je me suis dit, j'ai fait le bon choix, tu vois. Et j'ai recommencé à bosser. Donc, j'ai jamais regretté. Généralement, je regrette pas mes choix. Et ensuite, peu de temps après, j'étais en train de bosser. Et Richard, si tu te souviens de qui est Richard, passe la porte du resto. Complètement par hasard. Et du coup, je le vois, je saute dans les bras alors que c'est... Alors que le mec t'a un peu maltraité quand même. Ouais, puis c'était mon ancien boss. Enfin, tu vois, je sais pas, le contexte, tu vois. C'était tellement surprenant finalement. Et lui, pareil, lui, pas du tout le personnage que je connaissais. Tu vois, là, c'était le personnage de la vie. Pareil, hyper content de me voir et tout. Et il me dit, oh là, mais c'est incroyable. Viens, on déjeune demain ensemble avec mon mari. Il était marié à un jeune homme qui s'appelle Nicolas. Et donc, je suis allée déjeuner avec eux le lendemain midi. Pareil, j'étais là, mais je vais déjeuner avec mon ancien boss. C'était complètement hallucinant pour moi. Et pendant ce déjeuner, j'ai raconté un peu mon parcours à New York et tout. Et je leur ai expliqué ma courte expérience sur l'appartement et tout ça. Donc, il était très étonné que j'ai laissé pour retourner dans la restauration alors qu'on me faisait mes papiers et tout. Mais du coup, il m'a dit, mais en fait, Cathy, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Et là, sincèrement, et je le dis, et j'ai des frissons quand je le dis, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi je l'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, ouvrir mon restaurant à Paris. Je ne peux pas te dire encore aujourd'hui pourquoi j'ai dit ça. Parce que je suis pas quelqu'un d'opportuniste, tu vois. Donc, c'était une petite voix je sais pas, j'étais très spontanée profondément dans le ventre. Et comme il fallait dire un truc et du coup t'as dit. Non, c'était ton inconscient c'était parce que je me sentais tellement bien dans ce métier. Vraiment, en plus il y a certains des restaurants dans lesquels je bossais. Tu vois, moi j'avais des super contacts avec les cuisiniers. Qui sont quand même un peu considérés comme aussi des sous-employés. Notamment dans en fait, où je passais toujours derrière pour voir comment ils faisaient. Puis ils faisaient la prépa dans la cave. Et j'adorais aller dans la cave pour voir comment ils faisaient les prépas et tout ça, tu vois. Et je pense que dans mon inconscient, je commençais à me dire, ah ouais, j'adorerais monter un truc comme ça à Paris. Il y a, toi, dans plein de restaurants que je voyais, j'ai ah ouais, putain, ça n'existe pas à Paris. Ça serait vachement bien à Paris et tout ça. Et je pense que c'est peut-être tout ça à un moment donné qui a fait le puzzle s'est construit et je l'ai sorti au bon moment puisque c'est ça qui a changé ma vie, clairement. C'est vrai, parce que du coup, Richard et Nicolas t'ont dit, ça tombe bien, on cherche quelqu'un pour ouvrir un restaurant à Paris. Non, ils m'ont dit, rentre à Paris, on va t'aider. C'est cool. Et je suis partie de là en me disant, est-ce que c'est vrai ? Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais rentrer à Paris, je vais voir. C'était pas vrai, je repars. Ouais, c'est vrai. C'est pas grave. En fait, ce qui est génial dans notre métier aussi, c'est que tu peux le faire dans le monde entier. Donc, et tu sais, j'étais dans un moment aussi, avant qu'il passe la porte du resto, en me disant, peut-être je vais bouger un peu, peut-être que je vais aller... à l'époque, je m'étais dit peut-être au Costa Rica, peut-être... Enfin, tu vois, je m'étais dit, ce qui est génial, c'est que si demain, je décide d'aller faire, je sais pas, 6 mois à Los Angeles ou ailleurs, je peux le faire. Parce qu'en fait, j'ai un métier que je peux faire partout, tu vois. Et ça donne une liberté incroyable. Et moi, je me rends compte que c'est une de mes valeurs principales, cette liberté, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on entend souvent des personnes âgées dire, en fait, ce qui importe dans la vie, c'est les rencontres. Ou qu'est-ce qui... grâce à quoi vous en arrivez là ? Des rencontres.
Et moi, ça m'a un peu toujours énervé parce que du coup, je suis là, bon, bah, c'est clairement la loterie de la vie, ça, les rencontres, tu vois. C'est pas quelque chose sur lequel je peux avoir le contrôle. Ouais. Et bon, au final, on se rend compte qu'on peut quand même les provoquer d'une manière ou d'une autre. Et que ça n'empêche pas que, voilà, même si t'avais rencontré. Enfin, Richard, pourquoi il t'a dit on va t'aider? Parce que t'as bossé de ouf Oui, quand t'étais à Paris. mais il me l'a dit après. C'est Hein, jamais du hasard. Il Voilà. m'a dit, non, mais attends, parce que je leur ai posé la question plus tard, tu vois. Et il m'a dit, ah, mais non, mais parce on était sûr d'une chose, c'est que t'allais bosser comme une acharnée. Et que pour eux, rien ne résiste au travail. Et c'est toujours la phrase que je dis maintenant. Rien ne résiste au travail. Ouais. Et que je pense qu'ils avaient vu aussi que j'étais quelqu'un de passionné, tu vois. Donc voilà, c'était un peu un coup de poker, mais je l'ai fait. D'ailleurs, tout le monde s'est un peu moqué de moi hein, à ce moment-là. C'est là où je dis que des fois, l'environnement, c'est compliqué. Parce que quand tu es une petite nana à New York qui est là, qui fait le service, mais qui s'amuse, qui fait la fête, etc., qui profite de la vie, et que tout d'un coup, tu arrives et tu dis les gars, je rentre à Paris, je vais ouvrir un resto. Ouais. Les gens te prennent pas au sérieux. Parce qu'en plus, tu sais, moi, j'étais encore une fois dans des restos où il y avait beaucoup d'hommes et où c'est les serveurs, etc., étaient tous de toute façon, moi, je vais ouvrir mon affaire plus tard. Et moi, je parlais de rien. Donc, quand à un moment, tu arrives à toutes ces personnes qui t'ont partagé le fait que, eux, ils vont ouvrir un resto, et toi, tu arrives, tu dis, bon, les gars, je parle au mois prochain parce que je vais ouvrir un resto à Paris. Mais vraiment, mais quand je te dis, on se moquait de moi ouvertement, il y en a, ils pouffaient de rire. Ah, et tu leur as envoyé un selfie, j'espère, quand tu as ouvert le premier resto. Ah, non, Par contre, j'ai eu ma petite vengeance après, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, il y en a un avec qui je suis encore en contact et que je vois. Et quand il me présentait des gens, il me fait là, cette petite, là, c'est celle d'entre nous qui a ouvert son restaurant en premier. Tu vois. Donc voilà, donc je suis rentrée à Paris. Donc là, tu as quel âge? 24, 25? Ouais, c'est ça, j'ai un peu plus de 24. Et je rentre à Paris. Et là, du coup, je recontacte. Donc, c'était Richard et Jean-Claude, les deux boss. Et là, ils me disent va recommence à bosser. Et puis ouais, on va faire. Donc là, c'était la descente aux enfers. Je me retrouve à Indiana Café République après être rentrée de New York. Je t'explique pas, j'ai eu un mois. C'était compliqué moralement. Et Jean-Claude passait tous les matins prendre les caisses. Donc, je lui disais, du coup, qu'est-ce qui se passe du coup Et un jour, il m'a dit, faut bien, viens nous voir, mais il faut que tu nous fasses un dossier. Je ne savais même pas de quoi il parlait. Et bref, je me suis renseignée, tout ça. J'ai fait un petit dossier. Donc, ce n'était pas du tout un BP ou un bilan prévisionnel avec des chiffres. Hein. Moi, j'avais fait un truc très scolaire, avec des collages à l'époque. Voilà, un espèce de mood board, tu vois, de l'idée du resto, de la déco, de la carte, etc. Donc j'ai fini par avoir un rendez-vous avec eux. Je leur ai apporté ce dossier. Donc là, j'ai eu 5 minutes où je voulais disparaître parce qu'ils avaient chacun un dossier, ils tournaient les pages, ils se regardaient, ils pouffaient de rire. Donc j'étais très très mal à l'aise, j'avais envie de disparaître. Et puis au bout de 5 minutes, Jean-Claude a décroché son téléphone, a appelé un monsieur, il lui a dit voilà, on a une petite là qui voudrait ouvrir un resto, t'as pas des affaires en ce moment, tout ça. Donc je dis waouh, incroyable, il y a un truc qui est en train de se passer. Et en raccrochant, il me dit oui, du coup, j'ai eu Michel Vidalin, il va nous tenir au courant s'il a des affaires qui se présentent et tout ça. Et là, quand il me dit Michel Vidalin, je me rappelle que j'avais vu un reportage sur l'aventure de la famille Coste dans la restauration et que j'avais entendu parler de Michel Vidalin dans cette histoire parce que c'était lui qui avait lancé les Costes. Là, comment te dire ? Moi, c'est comme si on me parle de Beyoncé à ce moment-là. C'est-à-dire que là, je me dis, non, c'est pas possible. Il vient d'avoir Michel Vidalin pour lui parler de moi. C'était incroyable pour moi, vraiment. Et parce que j'étais je regardais beaucoup de reportages, je lisais beaucoup de choses justement sur les success stories de la restauration. Ouais. Tu vois, pour voir quoi, quand tu pars de rien, si tu peux y arriver et tout ça. Et 1 mois après, ils m'ont envoyé visiter un resto qui était dans le 5e. J'étais pas du tout fan du 5e, mais quand je suis arrivée, le resto avait des briques rouges partout et je me suis dit, c'est un signe. Et du coup, j'ai dit, oui, c'est pas mal et tout. Ils m'ont dit, non, mais c'est super, c'est un rachat de société, c'est bien pour débuter, tout ça. J'ai dit, bon, vous pensez quoi du lieu, de l'emplacement ? Ils m'ont dit, non, c'est super. Jean-Claude m'a rappelé le lendemain, il m'a dit, ok, on a rendez-vous jeudi.
Ok, et je me suis donc retrouvée à un rendez-vous à Bastille, au Café des Phares, donc avec Michel Vidalin, donc, qui était à côté de moi. J'étais comme ça. Et en plus, il a tellement été gentil. Et il me disait, parce que je comprenais pas ce qu'il était en train de se dire. Il y avait des avocats, tout ça. Enfin, tu sais, tous les termes de business et tout. Ouais. C'était. Je comprenais pas Mais trop. est-ce que du coup, Richard et Jean-Claude, ils te le finançaient ou est-ce que c'était juste Alors, un coup de pouce? c'était pas dit encore. Il n'y avait rien qui avait été dit encore. D'accord. Et moi, d'ailleurs, je me disais, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Et du coup, pendant ce rendez-vous-là, ça discute. Tout le monde dit bon, bah alors rendez-vous tel jour à telle heure. Michel Vidinec me dit bah, notez Cathy, on a rendez-vous tel jour à telle heure. Je note, mais je savais pas pourquoi on avait rendez-vous. On sort et là, je dis à Richard et Jean-Claude, je dis mais on va faire quoi du coup? Ils m'ont dit bah on va acheter ton restaurant. Et là, j'ai vraiment littéralement failli m'évanouir. Et ils m'ont dit viens, on t'emmène boire un verre de vin à côté pour digérer l'histoire, tu vois. Et c'est là où j'ai dit mais j'ai pas d'argent. Enfin, j'avais économisé un peu à New York, mais enfin Pas de quoi acheter un resto, quoi. ouais, c'était tu Ouais. vois. Et là, je me rappelle de Jean-Claude qui m'a dit mais ça c'est pas un problème, l'argent ça se trouve. J'ai dit ok, mais quand même. Ils m'ont dit non. Comment? Voilà. Bon, c'est là aussi où j'ai commencé à comprendre que le rachat de société, il n'y avait pas beaucoup d'argent à sortir. Enfin, tu vois, si un restaurant coûte 100 000 euros, si tu achètes le fonds de commerce, tu dois débourser 100 000 euros. Si tu achètes la société, mais qui a beaucoup de dettes, tu peux ne débourser que 20 000 euros. Donc, c'est là où j'ai compris aussi. Et bah voilà, on s'est retrouvés devant l'avocat pour acheter mon premier resto. Bon, il y a eu évidemment plein de temps entre ça. Et le 14 mai 2001, j'ai signé mon premier resto. J'avais 26 ans. Ah ouais, c'est incroyable. Du coup, 5e, Paris. Ouais. Et là, parce que forcément, j'ai reçu plutôt des chefs. Moi, je crois que c'est la première restauratrice que je reçois. Ouais. Donc, j'ai plus l'aspect cuisine et donc, en fait, qui sont des métiers qui se complètent vachement. Mais tout de suite, je me demande, bah, tu vois, qu'est-ce que tu voulais servir? Qu'est-ce que tu voulais faire? Est-ce que c'était un coffee shop? Est-ce que c'était un restaurant? Est-ce que c'était, tu vois, quelle était l'idée Alors, les derrière? coffee shops, à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Enfin, moi, je sais que j'avais découvert, ça n'existait pas encore en France, Starbucks à New York. Je trouvais ça incroyable, mais voilà, en gros. Non, moi, c'était plus... là, j'étais vraiment sur... alors, c'était à l'époque, pour remettre un peu le contexte de l'époque, c'était très... ce qui était très à la mode, tu sais, c'est les bistrots où, genre, t'as un cadre qui tombe à moitié, un peu comme une vieille brocante, avec des meubles en bois, des rideaux bordeaux, tu vois, vraiment à l'ancienne. Donc moi, j'étais très inspirée de refaire une déco un peu comme ça new-yorkaise. Hein. Le seul problème dans mes murs de briques, là, c'est que les joints étaient gris et que je voulais les joints blancs comme à New York. Donc en fait, j'ai passé des nuits à repeindre tous les joints en blanc. Vraiment, j'ai passé beaucoup de C'est ce nuits. qu'on appelle une perfectionniste. Voilà. À faire, je voulais de la mosaïque au sol dans les toilettes, à faire à la fermeture ma mosaïque dans les toilettes et tout ça. Enfin, j'ai vraiment... on n'a pas eu de travaux, en fait. C'est moi qui ai fait les trucs, tu vois, au fur et à mesure. Pour mettre un peu ma patte dans le truc. Mais bon, pour moi, il y avait déjà une bonne base. Hein. C'était vraiment petit. C'était un tout petit bistrot avec une jolie terrasse. Je voulais, à la carte, je voulais plutôt, à ce moment-là, faire du bar. Et surtout avec l'emplacement et tout ça. Parce que, alors, dès ce moment-là, en fait... je me suis pas mal adaptée au quartier et à ce qui existe déjà et à ce que je peux offrir. Donc voilà, c'était plutôt... donc il n'y avait que 4 trucs à la carte. Hein. Il y avait, je me rappelle très bien, il y avait mon hamburger muffin, enfin avec le pain muffin. Il y avait un poulet au curry, assiette de charcuterie, assiette de fromage, point barre. Et par contre, je faisais de la bière, des cocktails, etc. Quoi. Ça a été 2 ans et demi incroyable. J'ai été épuisée physiquement. Je crois que j'ai perdu 10 kilos. Enfin... Mais c'était incroyable. Enfin, j'avais des clients. Enfin, à la fin, j'avais que des habitués qui venaient. On finissait, on dansait sur les tables. Enfin, c'était franchement, ouais, ça a été complètement fou. Richard et Jean-Claude m'ont laissé complètement libre de gérer mon truc. Ils étaient vraiment là quand j'avais des questions. Est-ce que du coup, ils ont été actionnaires de ton restaurant? Donc, ils étaient actionnaires minoritaires, mais donc ils avaient 30%, j'avais 70%. Et vraiment, en fait, au tout début, surtout,
surtout quand la comptable m'appelait pour me dire il y a l'URSSAF à payer, je savais même pas ce que c'était. Tous ces moments-là, un peu, tu vois, parce qu'en plus joyeux. Voilà, et puis en plus j'ai repris la société. Du coup, comme j'ai racheté la société était en difficulté. J'ai appris sur le moment ce que ça voulait dire, parce que si j'avais su avant, je pense que j'aurais pas été là-dedans. Mais moi, j'ai commencé avec, je crois, un découvert énorme à la banque. Enfin, tu vois, avec une situation un peu compliquée. Mais c'était Donc, du coup, incroyable. ça marche super bien. Et il y a une question que je me pose, que peut-être d'autres de nos auditeurs ou auditrices se posent. C'est en fait, qu'est-ce qui va faire qu'un restaurant marche ? Bien sûr, le monde, la notoriété, etc. Mais tu vois, financièrement, qu'est-ce qui va faire que certains restaurants, ils sont là depuis 15 ans et d'autres, au bout d'un an, ils ferment ? C'est Alors, pour la moi, rentabilité sur la nourriture. D'autres m'ont dit que c'était en fait les boissons qui rapportaient beaucoup. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui va faire que... alors pour moi, il n'y a pas une recette. Ouais. Ça n'existe pas. Et je pense que pour réussir dans la restauration, c'est vraiment une accumulation de beaucoup de détails. C'est pas une chose qui va faire le succès de ton restaurant. Et c'est faire attention à énormément de choses. Alors, moi, je sais que je suis très attachée à l'emplacement. Quand on me pose des questions là-dessus, comment choisir un emplacement, etc., je dis toujours qu'il vaut mieux acheter un emplacement plus cher, mais bien placé, c'est-à-dire qu'il te donne quand même de meilleures chances de réussite, plutôt que de te dire « Ah, là, ce local-là, il n'est pas cher. S'il est mal placé, c'est ridicule. » Je m'explique, c'est que déjà, un bon emplacement, si tu veux te faire financer par la banque, la banque va te suivre beaucoup plus facilement sur un bon emplacement. Donc, c'est là où j'entends, quand Jean-Claude me disait, l'argent, ça se trouve. Tu vois, c'est que si tu as, par exemple, je sais pas moi, 50 000 euros d'apport, tu vois un local qui est, je sais pas, à 50 000 euros, et t'envoies un à 100 000 euros. Et tu te dis, ah bah je vais acheter celui à 50 000 euros. Comme ça, j'ai l'argent, tout ça, machin, mais il est très mal placé. T'envoies un autre à 100 000 euros. Bah, ça va être assez facile d'aller voir la banque et de dire, voilà, moi, tel emplacement, en faisant un dossier, en disant, voilà, il est placé comme ci, comme ça. Ils vont te faire un crédit bancaire. Alors que peut-être celui que tu vas acheter 50 000, un an après, tu vas faire faillite. Donc, tu les auras perdus. Tu vois, donc, pour moi, l'emplacement est crucial. C'était d'ailleurs ce que Jean-Louis Coste m'avait dit. Il m'avait dit, l'important pour réussir, Cathy, pour qu'un restaurant fonctionne, c'est la règle des 3 E. J'ai dit, ah oui, c'est quoi ? Emplacement, emplacement, emplacement. Facile à retenir, finalement. Voilà. Et voilà, après, c'est l'investissement que tu fais. Et après c'est tout. C'est pareil sur le... J'aime pas le mot concept, vraiment. Mais, tu vois, par exemple, ce que j'ai fait chez Season, ça faisait des années que je rêvais de le faire. Des années. Mais je ne l'ai jamais fait dans mes restaurants d'avant parce que, pour moi, c'était soit pas le bon moment, soit pas le bon emplacement. Par exemple, quand j'ai acheté le café de la Poste, celui qui est à l'angle de Saintonge et Turenne, que j'ai revendu entre-temps, toi, tout le monde disait, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je dis, d'abord, je dois étudier la clientèle, ce qu'il y a autour, et faire soit quelque chose qui n'existe pas encore vraiment, apporter quelque chose de différent. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de mettre et de faire la même chose que la personne qui est en face et qui est peut-être là depuis 5 ans, c'est ridicule. Donc, généralement, je construis ma carte, alors à part pour Season, mais pour les autres, je construisais ma carte une fois que j'avais le lieu, en me disant, ok, tu vois, par exemple, typiquement le café de la Poste, je me dis, bon, c'est tout petit, donc il faut que ça soit un bistrot. Un bistrot charmant, etc., avec une carte de bistrot où effectivement tu viens boire des verres, tu viens grignoter, etc. Voilà, donc en fait après tu construis ton offre. Pour moi, l'offre et la déco, ça va ensemble. Ça va ensemble. Bon, l'idée c'est pas de s'envoler sur l'investissement, la déco et tout ça. Et après, c'est purement de la gestion quotidienne, la restauration. C'est-à-dire que oui, tu peux gagner plus d'argent avec des boissons, avec de l'alcool, etc. Mais en fait, si tu en gagnes beaucoup là, mais que tu en perds beaucoup sur la nourriture, ça n'a pas de valeur. Tu vois. Donc, en fait, oui, il faut faire des fiches techniques. Oui, il faut faire attention à tes achats. Oui, il faut faire attention au coût de revient de ton plat, etc. Et moi, des fois, je vois des concepts
ouvrir et je me dis toujours comment ça va faire pour fonctionner ça. Parce que j'ai l'habitude, du coup, je sais à peu près combien ça peut coûter, combien c'est vendu et tout ça. Tu vois, je me dis toujours, waouh. Ou alors, franchement, ils ont un truc que je connais pas et j'aimerais bien le savoir parce que et ça peut arriver. Hein. Mais voilà. Et après, c'est vraiment, c'est vraiment. Et après, c'est les gens, quoi. C'est les gens. Ça, c'est le plus difficile, hein, d'avoir les bonnes personnes, la bonne équipe, d'essayer d'être un bon manager et un bon leader aussi pour motiver tes équipes, etc. Tu vois, donc pour moi, c'est vraiment une addition de tout. En fait. Une recette de beaucoup d'ingrédients. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu es partie de tes différentes expériences avant Season, et après on parlera de Season, parce que c'est toujours, j'ai l'impression, ton aventure actuelle qui prend différentes formes. Mais en tout cas, qu'est-ce qui t'a mené en fait à Season ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas développé autant Season que les précédents restaurants que tu as eus ? Alors, Season, c'est vraiment venu... Donc, j'avais le Café Crème aussi, qui est en face, pendant 13 ans. Quand les locaux se sont libérés en face, j'ai dit, c'est là. Et c'est maintenant que je veux faire ce dont je rêve depuis longtemps. Et pour moi, c'était amener un peu de mes souvenirs de New York à Paris, clairement. Et c'est parce que du coup, j'avais quand même une très bonne expérience de ce quartier, puisque ça faisait 15 ans que j'étais au total. Donc, je connais bien la clientèle. Je connais bien ce quartier, quoi. En plus, j'y vis. Donc, vraiment, je baigne dedans. Que je pensais que c'était le bon moment pour ce que je voulais mettre en termes d'offres. Que les lieux... j'ai pas de problème à avoir des lieux et à tout de suite imaginer ce que ça peut être, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai vraiment tout de suite, je me suis dit, ok, c'est là. Vraiment, c'est là. Et du coup, je me suis battue. Ça a été beaucoup de temps parce que c'était 2 petits locaux. Et en fait, donc j'ai acheté 2 petits locaux et j'ai fait déplacer la porte de l'immeuble pour les réunir. Donc, c'était 1 an et demi de dossier administratif avant d'attaquer les travaux. Hein. Donc, ça a été très, très long avant l'ouverture. Et c'est le restaurant où j'ai le plus d'appréhension parce que j'avais vraiment l'impression de mettre une partie de moi, tu vois. Les autres, c'était mes bébés, tout ça, mais je m'adaptais au quartier, tout ça, mais c'est pas quelque chose que j'avais en tête depuis si longtemps. Et puis, tu vois, il y a un côté un peu d'affect, de retrouver un peu une ambiance que t'as aimée, etc. Et donc voilà, et puis en plus, c'était pas fait pour me rassurer, hein, quand... je n'étais peut-être pas la première, mais on est dans les premières, tu vois, à servir des tartines d'avocat et tout ça. Et pour les gens, c'était... On est en quoi, 2014 par là ? 2014, 2014, je construis ma carte et j'ouvre en juillet 2015. Ok. Non, c'est vrai que c'est précurseur. Est-ce que les banques n'étaient pas rassurées d'ailleurs. Tu étais retournée à New York entre-temps pour voir un peu ce qui se faisait ? Je retourne tout le temps à New York. Et j'étais retournée parce que j'avais décidé de travailler avec Mathias Kiss pour la DA déco, parce qu'on a eu un crush amical. Et quand je lui avais raconté un peu ce que je voulais faire de Season, il m'a dit je veux absolument faire le projet. C'est lui qui a fait aussi le Café de la Poste. Et c'était compliqué pour moi de lui expliquer ce que je voulais comme atmosphère, parce que c'est new-yorkais, tu vois, mais c'est compliqué à expliquer. Donc, je l'ai emmené à New York. Et je lui dis, je vais t'emmener dans plein de restos, mais c'est pas que je veux qu'on fasse un copier-coller. Hein. C'est pour que tu ressentes l'atmosphère de ce que je voudrais que les gens ressentent, en fait. Et au bout de la première journée, il m'a dit, c'est bon, j'ai compris. T'inquiète. Donc voilà, et je crois qu'on a réussi, parce que ce que je dis toujours, la plus belle preuve qu'on puisse me donner ou le compliment, c'est on se croirait à New York ou on se croirait aux États-Unis, tu vois. Ça, c'est vraiment pour moi... Dans toutes tes adresses en plus, parce que du coup, je crois, si je me souviens bien, il y a donc Season à République, Season Amelot, Season Martyr, il y a un corner au Bon Marché. Est-ce que j'oublie une adresse ? Ok, moi j'ai toutes faites. Tu vois, moi j'en profite pour faire un big up
bah, toi, du coup, parce que à mon avis, c'est de ton fait, pour les frites à la patate douce. Ah ouais. Parce que, en fait, j'adore ça. C'est C'est vrai. hyper dur à trouver à Paris. Ouais. Et les vôtres sont vraiment exceptionnels. Ouais, on nous le dit souvent, ouais. Ah ouais, vraiment. Et ça, c'est précieux. Est-ce que sur ce projet, tu as un investisseur ou tu vas solo Alors, ça a été tout plein de complications parce que donc à un moment donné, je me suis donc séparée de Richard et Jean-Claude, mais Jean-Claude est resté associé avec moi à titre perso. Jean-Claude m'aide sur l'investissement pour Season. Et bon, j'aime pas trop en parler, mais ça s'est très mal terminé. C'était très dur parce que c'était devenu mon mentor, un peu comme mon deuxième père et tout. Et ça s'est très mal terminé. Donc j'ai racheté toutes les parts. D'accord. En fait, j'avais, je me suis un peu fait avoir. Et du coup, j'ai dû racheter 80% de ma boîte. Ah oui, donc t'avais que 20% au début de l'aventure Season. Ouais. Ok. Ouais, Mais c'est important d'en parler parce que comme quoi, tu vois, je trouve que c'est un enseignement qu'il y a derrière à en retirer, c'est que faut pas avoir une confiance aveugle, même en des personnes avec qui on a travaillé depuis longtemps en fait. Et qui t'ont lancé, enfin, tu vois, moi, une espèce de loyauté. Et d'ailleurs, quand j'ai eu les locaux, j'ai proposé, Jean-Claude m'a dit, bah, si tu veux, je t'aide. J'en avais pas besoin à la base. Mais par loyauté, je suis, oui, ben, ça me paraît normal qu'il soit dans l'entreprise, tu vois. Et en fait, c'est un peu compliqué le montage, mais comme il y avait 2 locaux, on a dû les acheter séparément d'abord. Du coup, il a acheté le premier. Alors ça s'est fait complètement par hasard, tu vois, il y avait pas. Et en fait, il a acheté le premier, donc il a créé la société pour acheter le premier, où il m'a donné 20% pour qu'il n'ait rien à faire et que je gère la société. Et en fait, le jour où je suis allée signer le deuxième, donc sans lui, parce que j'allais créer ma société, l'avocat qui était, erreur, je ne sais pas où sont les caméras, à ne jamais commettre, il faut toujours avoir son propre avocat. Donc on avait le même avocat depuis le début et qui avait été super avec moi au départ, mais le jour de la signature, donc moi je faisais mes chèques en perso en plus, c'était mon argent personnel. Et je lui dis bah, comment ça se passe, du coup on crée la société ensuite et tout ça. Il m'a dit non mais, et on était en pleine signature, donc il y avait les vendeurs et tout ça. Il me dit non mais Cathy, c'est ridicule de créer notre société. Je dis bah comment on fait? Et il m'a dit bah on n'a qu'à la mettre sur la société de Jean-Claude. Là j'ai senti, j'ai eu un moment de là c'est pas bon ce qui est en train de se passer. Mais t'as pas osé contester? J'ai pas osé contester. Et en sortant, je lui ai dit mais du coup comment ça se passe? Il m'a dit non mais Jean-Claude va te rétrocéder tout de suite les parts, t'inquiète pas, machin, parce qu'en fait on avait mis la même somme, tu vois. Donc il n'y a pas de raison en plus que je n'ai que 20%. Et on a ouvert, en fait, dans tous les trucs de travaux et tout ça, c'est vrai que je ne m'en suis pas occupée. Et quand on a ouvert, j'ai voulu déjeuner avec lui pour lui dire, du coup, comment on attaque, fait, finalement comment on fait. Et là, il a commencé à me dire, commence par me rembourser mon argent et on verra ensuite. Comment ça, commence par me rembourser mon argent? Parce que du coup, il avait mis de l'argent dedans. Ouais, mais toi aussi. Oui, mais en fait, pour me permettre de racheter ses parts, il fallait d'abord que je rembourse son argent. Et comme je lui ai dit, j'ai dit, non mais je peux et commencer à te rembourser et commencer à te racheter des parts, enfin à récupérer des parts. Et il me disait, d'abord tu me rembourses mon argent. C'est pas cool. Non, on s'est bagarré pendant 1 an. J'ai failli laisser tomber plein de fois. Parce que c'était hyper dur. Parce qu'en plus, au bout d'1 an, il me disait, du coup, va falloir que tu rachètes les parts au prix, quoi. Et j'avais fait un chiffre d'enfer la première année. C'est-à-dire qu'au lieu de les acheter en année zéro, juste de les récupérer, quoi, je devais les racheter. Tu vois. Et ouais, c'était dur à tous les niveaux. C'était injuste pour moi. Enfin, c'était voilà. Et en plus, comment ternir le tableau? Je trouve ça trop triste, quoi. Tu hyper ouvres ton rêve de resto, tu marches super bien, et t'as l'homme blanc qui vient tout gâcher. 1 an, mais terrible, où j'ai failli plusieurs fois laisser tomber. Même si j'étais assez entourée, et puis en plus, il avait vraiment entrepris un travail de sabotage sur moi. Je finissais par me dire que en fait, j'étais pas capable de gérer un restaurant sans lui derrière, tu vois. J'étais nulle, de toute façon, je suis nulle. Il est revenu, quoi. Ouais. Mais tu vois, parce que moi, ça me travaillait là dans cette heure de podcast que Richard, qui était quand même pas bien traité pendant 1 an, revient, t'offre une fleur, ouvre un resto. Je me dis, comme quoi, au final, il y a peut-être juste des gens un peu durs sur le dessus, puis quand tu creuses, c'est des gentils.
Bon, là, c'est pas Richard qui l'a fait à l'envers, mais si t'es pote avec Jean-Claude, enfin, same shit, quoi. Au final, c'est des gens qui pensaient avant tout à leur propre intérêt. Ouais. Et quelqu'un qui te traite mal, il pourra toujours te retraiter mal une autre fois, quoi. Il n'y a pas de... Don't on apprend invest ses in erreurs. someone's potential. Voilà. You're not a startup investor. Voilà. Et avoir vraiment son avocat à soi. Et donc voilà, j'ai failli laisser tomber, mais on m'a beaucoup encouragée. Puis j'étais assez entourée de gens qui me disaient, mais Cathy, sans toi, Season, c'est rien. Donne-lui les clés, tu vas voir si il est capable de le faire, etc. Et au bout d'1 an, à osciller, à recevoir des messages de sa part horribles, c'était terrible. Et en plus de ça, je perdais mon mentor, mon père, mon meilleur ami, mon tout, tu vois. Je suis partie, donc c'était les vacances. Et là, je me suis préparée. Et c'est pour ça, maintenant, je dis toujours, quand je me prépare à des moments qui vont être soit compliqués, soit il va falloir que je sois hyper focus et tout ça, je me prépare comme un combat de boxe, quoi. Et j'ai fait du sport, j'ai bien mangé, je suis rentrée, j'étais en super forme. Et j'ai fait un dernier rendez-vous avec lui. Et je suis partie du bureau en leur disant, je vous explique ce qui va se passer. C'est que là, soit je rachète toutes les parts, il accepte, soit je lui laisse les clés et je démissionne aujourd'hui. Et il savait qu'au final, il allait perdre de l'argent en faisant ça. Je sais pas s'il savait, mais en tous les cas, mon équipe m'a vu partir en se disant, putain, ça se trouve, c'est fini, quoi, tu vois. Et je suis arrivée, je pense qu'il a vu aussi là que j'étais dans un autre état d'esprit. Je pense que, tu sais, ça se sent, je pense. Le non-verbal est hyper important. Hyper important. J'ai fait un super épisode que je vous conseille avec Gila Clara Kessous, qui est coach et qui est prof à Harvard et tout. Et elle explique comment bien mener justement une négociation ou comment s'affirmer par pas par le verbe, mais par le physique, quoi. Et je pense que c'est aussi important de s'y préparer, tu vois, parce qu'il y a plein de détails hyper importants. Et ça a duré 2 minutes, parce que je lui ai dit, voilà, je souhaite te racheter toutes les parts. Parce qu'au départ, c'est même la négo pour juste que je rachète ma part, tu vois. Et là, je lui ai dit carrément, je veux racheter toutes les parts. Et donc, il a éclaté de rire. Il m'a dit, je serais bien... t'as pas d'argent, comment tu vas faire? J'ai dit, comme tu m'as appris, je vais aller voir les banques. Et il m'a dit, parce que les banques veulent accepter de te financer. Je suis oui. J'étais complètement du bluff. Coup de poker. Ouais. Et j'avais les clés dans la main. Et je pense qu'il a compris que là, j'étais déterminée. Donc, il a appelé l'avocat. Il a dit, préparez les papiers, Cathy rachète tout. Je pense qu'il s'est dit que j'allais me ramasser et pas réussir à avoir les prêts. Je me suis mis comme ça, mais je les ai eus. Tout le monde me dit, j'ai payé encore aujourd'hui, mais c'est horrible, t'as racheté, tu t'es endetté pour racheter tout ça. Enfin, j'ai eu une partie où je me suis endettée personnellement et une partie où j'ai endetté la société pour acheter les parts. Donc personnellement, je paye encore jusqu'en 2025. Mais pour moi, le plus important, c'était de continuer avec mon bébé, d'être créative et de continuer mon histoire, tu vois. C'est l'aventure plus que l'argent qui te fait rêver. Complètement. Sinon, j'aurais laissé, je pense. Bah oui, c'est sûr. Et t'as plus aucun contact avec lui? Non. Il s'est jamais excusé Mais pas du tout. Il m'a fait passer pour quelqu'un qui l'avait arnaqué. Je me suis par 2-3 personnes. D'accord, ok. Ouais, comme quoi. Je dis, franchement, je lui dis, ce qu'il a touché, je trouve ça quand même cool de se faire arnaquer comme ça. Je dis, demain, je peux me faire arnaquer, je l'accepte. Du coup, je crois que toi, t'as ouvert un truc à New York aussi. Est-ce que c'était un corner? Est-ce que c'était une boutique? Non, alors à New York, je suis associée dans un bar. D'accord. Et à l'ouverture, on faisait les brunchs season le week-end. D'accord. Ça s'est juste arrêté à cause du Covid parce que je pouvais plus aller checker tout ça. On n'a pas recommencé là parce que moi, je suis assez focus là sur Paris et comment je vais développer en 2023. Mais je suis toujours associée à ce bar qui est une jolie histoire, qui est avec des garçons qui s'occupent très bien de ce business. Et je suis ravie d'avoir cette petite excuse pour partir. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Tout à fait. À quoi tu rêves maintenant? Alors, mon rêve, et d'ailleurs, je l'ai transformé dans ma tête. Je dis toujours qu'en fait, pour moi, les rêves, il faut les transformer en objectifs. Et c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que je n'avais pas encore transformé ce rêve en objectif. Pour moi, j'espère que je pourrais y arriver parce qu'il faudra que financièrement, je sois à l'aise. Mais c'est aider les autres.
Si, pour moi, c'est hyper... des fois, je me dis que c'est super égoïste, mais c'est super enrichissant de pouvoir aider les gens. Alors, c'est professionnellement, hein, évidemment, mais je pense que par contre, je suis plus... je peux plus accompagner sur le fait de ne pas être seule, d'être là, quelqu'un sur qui compter, que quelqu'un qui va accompagner, tu vois, en business, faire un business plan, etc. hein. Mais ça, parce que je reçois des messages, tu vois, sur Instagram, par exemple, des DM et tout ça. J'essaye toujours de remotiver une personne quand on m'envoie des messages un peu de détresse. Et ça, c'est partager mon expérience. Moi, je me dis toujours que partager son expérience, des fois, ça peut faire gagner un petit peu de temps aux autres. Bon, des fois, tu n'écoutes pas forcément, mais ça peut faire gagner un petit peu de temps. Et ouais, accompagner, soutenir. Tu vois, je fais partie d'un programme là, chez Mercedes où je suis mentor. Franchement, pour moi, c'est incroyable. De give back un peu. Ouais. Il y a eu un tournant, parce que c'est marrant, j'ai l'impression qu'en effet, après plusieurs années d'entrepreneuriat, il y a une espèce d'envie qui se crée de transmettre, de partager, qu'on n'a pas forcément au départ. Alors moi, ça fait très longtemps que j'ai cette envie. Je pense que ça se construit parce que comme j'ai des gens qui viennent à moi pour me demander, je me dis, OK. En fait, pour moi, c'est comme un peu le début de notre conversation sur la restauration. C'est je me dis, en fait, si je peux juste soulager une personne, aider une personne, ne serait-ce qu'une, et faire en sorte que cette personne passe soit une meilleure journée, soit une meilleure période, et que ça ait pu l'aider, franchement, c'est le bonheur pour moi, tu vois. Je me demande à quoi ressemblent tes journées. Parce qu'elles ont dû pas mal évoluer au fur et à mesure des années. Ouais. Ce qui te plaît, c'est quand même ce contact avec les clients. Est-ce que tu l'as encore ? Ouais, parce que y a souvent des... bon, des fois, je prends un peu l'excuse de... Je vais aller travailler samedi, voir un peu comment ça se passe le samedi. Non, ça m'arrive plein de fois de faire le service. Franchement, à chaque fois, je me dis, c'est vraiment mon truc. Vraiment, à chaque fois, je prends un plaisir incroyable. Et tu sais, tu peux... et ça, je pense que c'est un truc aussi qu'on t'apprend quand t'es pas bien, tu sais, pour trouver des techniques pour aller mieux, le sourire, des choses comme ça. Je peux arriver au restaurant et être dans le mal, que ce soit pour un problème pro, perso, amoureux, tout ce que tu veux. Je fais 4 heures de service. Je ne suis plus du tout dans le même mood. Parce que comme tu souris à tout le monde, tu es obligé, tu vois, de te mettre dans une espèce de mood et tout ça. En fait, enfin, pour moi, c'est vraiment des parenthèses, tu vois. C'est une bulle. Et du coup, ça change complètement mon mood. Enfin, pour moi, je pense que c'est même quand tu vas faire du sport, pour moi, c'est... C'est aller faire du ouais, service, toujours c'est la même chose. Mais donc mes journées, oui, elles ressemblent plus du tout. Après, sincèrement, physiquement, je pourrais plus faire autant de services. Ouais. C'est vraiment fatigant. Mes journées, elles sont hyper rythmées parce que j'ai 2 enfants. Donc il y a l'école, tout ça. Ils ont quel âge ? 8 et 13. Okay. Donc le matin, l'école, et puis il faut les récupérer le soir, etc. Donc je les ai qu'en garde alternée, mais quand même. Et voilà, mes journées ne se ressemblent pas. Hein. Alors, ce qui a changé par rapport à avant, c'est le côté un peu administratif, qui est vraiment le côté dont je me passerais volontiers. Puis en plus, maintenant que j'ai des jeunes geeks dans mon équipe, tout est digitalisé. Puis tu sais, avec le Covid, on fait plus de réunions trop en physique, on les fait en Zoom. Maintenant, moi, j'ai ma réunion mensuelle, je la veux en physique. Donc voilà, je fais des rendez-vous. Il n'y a rien, ça se ressemble jamais en fait. Hein. Tu vois, là, je suis vraiment... là, on a fermé le soir. J'ai envie d'ouvrir plus tôt le matin. Donc, c'est un moment qui est cool pour moi parce que je suis en mode, OK, il faut que je crée un truc un peu sympa pour l'offre du matin. Je travaille aussi sur le développement sur l'année prochaine. Mais aussi, nous, on n'est pas sortis du Covid en restauration. On va mettre des années à s'en remettre. Donc, ça reste pas facile.
Donc, voilà, c'est aussi, on se bat tous les jours pour... on a réussi à survivre, on va essayer de continuer à survivre. C'est une période difficile. Alors, bien sûr, la restauration, pour le Covid, ça a été très, très difficile. J'ai l'impression que même dans d'autres secteurs, par exemple, moi, je suis dans le textile, y a pas mal de marques, notamment des petites marques éco-responsables qui font les choses bien et qui ne marchent pas à x9, qui en fait meurent. Et là, il y en a plusieurs, j'ai vu, qu'on déposé le bilan. Ça fait de la peine, quoi. Il y a vraiment une période où, si vous pouvez soutenir les entreprises qui essaient de faire les choses bien et voilà, en fait, ça creuse vraiment les inégalités entre les très grandes entreprises qui je ne sais pas si elles s'en sortent encore mieux qu'avant, mais qui en tout cas s'en sortent très bien, et les petites entreprises qui en fait ne font pas le poids et meurent vraiment dans cette crise qui pointe le bout de son nez. J'ai un peu peur de la suite, quoi, parce que c'est assez démotivant de se dire, bon, il y a des acteurs qui arrivent pour essayer de faire bouger les choses, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans la mode, que ce soit dans, je sais pas, la déco, la beauté. Et en fait, elles sont aspirées parce que c'est pas celles qui sont le plus soutenues, quoi. Non, et puis c'est... tu sais... moi, quand j'entends les gens dire c'est bien, enfin, on est sorti du Covid, quoi. Alors que nous, en fait, on n'en est pas du tout sorti. Tu vois ce que je veux dire, je comprends quand on me le dit, il n'y a pas de souci, tu vois, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que là, nous, on vient tous de se prendre des redressements d'URSSAF, tout ce qu'ils nous ont fait comme aide pendant le Covid, on est en train de se prendre des trucs, mais c'est insensé, quoi. Et tu te dis, mais en fait, vous voulez quoi ? Vous voulez nous achever après ça, tu vois ? Donc, c'est compliqué. Donc, j'essaye d'avancer en jonglant beaucoup, tu vois, pour financièrement qu'on s'en sorte, parce que ça, c'est pareil. Je ne sais pas quelle est la caméra. Mais c'est pas parce qu'il y a du monde que tout va bien et qu'on roule sur l'or. Faut vraiment aussi changer cette idée-là. Et comme je dis, moi j'ai vécu des moments hyper durs pendant le Covid et j'en vis encore beaucoup. Tu vois, c'est vraiment, j'ai l'impression de me bagarrer pour continuer à être là. Quand je dis développer, c'est parce que je ne veux pas m'avouer vaincue de quoi que ce soit. Donc, je préfère me dire, OK, on va traverser tout ça encore et je veux développer, quoi. Donc, aujourd'hui, je suis associée aussi à un groupe du Moyen-Orient. C'est un groupe que j'ai fait rentrer en 2019. Et tu vois, ça, c'est dommage parce qu'on devait ouvrir la licence au Moyen-Orient et le Covid a tout arrêté. Donc, voilà, mais ça reste mes associés. J'étais en call avec eux juste avant de venir ici. Donc, eux me soutiennent, mais ils me soutiennent... moralement. Tu vois, voilà, c'est déjà pas mal, mais bon, ça suffit pas toujours. Je leur disais au Zoom, je dis OK, c'est super. Enfin, ils me font plein de compliments, tout ça. Ouais, OK, c'est super, je suis ravie. Mais voilà. Where is the cash ? Voilà. Mais voilà, ils croient en moi, c'est super. Ouais. Je suis très contente, moi. Mais bon, après, c'est un énorme groupe, donc c'est hyper flatteur, tu vois. Et pourquoi ils t'aident pas financièrement aussi, du coup ? Déjà, je leur ai pas demandé. D'accord. J'ai quand même de l'ego, tu vois. Et non, en fait, je pense que je préfère essayer de m'en sortir. Oui, c'est la dernière carte à en fait, tu vois, c'est pas genre quand t'es enfant que tu demandes à papa et maman, j'ai un découvert bancaire, tu peux le couvrir, tu vois. Puis je sais même pas s'ils accepteraient. Ils m'ont fait un prêt pendant le Covid que je leur rembourse. Et puis aussi, il y a toute cette histoire de je veux pas me diluer, c'est-à-dire que... oui. Ils ont un certain pourcentage. Pour moi, c'était en gros, dans ma tête, le maximum qu'ils pouvaient avoir. Voilà. S'ils remettent de l'argent, est-ce que je dilue encore plus J'ai pas envie. Je suis pas encore à ce stade-là. Oui, surtout avec la mauvaise expérience que tu as eue dès le départ. Voilà. Donc, comme je suis pas encore à ce stade-là, là, je préfère aller voir les banques, essayer de négocier, renégocier des dettes bancaires, etc., avant d'aller demander de l'argent. Et ça, c'est un point important aussi, d'ailleurs. J'y pensais aujourd'hui. Je pense que les nouveaux entrepreneurs, que ce soit en restauration ou dans d'autres secteurs, montent des boîtes en faisant des levées de fonds. Mais vous savez que la banque, c'est bien aussi parce que tu gardes ton capital, en fait. Tu vois, tu capitalises. Et c'est de l'argent, des fois, qui est moins cher aussi. Donc, même si là, les taux augmentent, mais
Mais je trouve que c'est vraiment devenu dommage de pas. Je dis pas que des fois on n'en a pas besoin, attention, mais C'est devenu presque un réflexe. Ouais. parce que moi ça m'arrive de. Oui, mais de toute façon je vais faire une levée de fonds et tout ça. Je dis mais juste en fait dans ta levée de fonds tu comptes les banques. Ah non. Je dis mais en fait tu vas donner 60% de ta boîte à des gens et tu vas même pas aller demander un prêt bancaire. Au lieu de peut-être demander genre proposer 40% à des investisseurs et pour le reste aller demander un crédit à la banque. Enfin tu vois c'est mieux tu vois. Quand même. Je me demande, sachant que, tu vois, on l'a dit, Season marche quand même très bien, c'est toujours rempli. Qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour que vous soyez plus à l'aise financièrement? Est-ce que c'est juste qu'en fait, vous payez les pots C'est le cassés retard, de l'un ouais. an? Ouais, d'accord, de l'année où c'était... On en parlait avec mon directeur d'exploitation hier, justement, sur nos retards de facture, parce qu'on a beaucoup de retards de facture, hein, c'est le jonglage tous les jours. Je lui disais, j'étais tellement bien juste avant le Covid, j'avais de l'argent à la banque, quoi. Je payais mes factures et tout. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais du coup, pourquoi on en est là? Bah, tu sais quoi, ça a été hyper facile le calcul. J'ai dit, voilà, les loyers, parce qu'en plus, moi, j'ai eu des aides sur un restaurant, alors qu'en fait, je venais d'en acheter 2 autres. Je dis, les loyers, on n'a pas eu d'aide, parce qu'il faut s'en va. Je fais une petite parenthèse de colère. À Marais, c'est la mairie de Paris qui est propriétaire. Ils n'ont rien fait, et là, ils m'ont fait une mise en demeure de payer les loyers que je n'avais pas payés les 2 trimestres pendant le Covid. Sinon, ils me mettaient dehors au mois de mai. Voilà, donc je dis ça parce que... On ne sait jamais qui peut écouter. Hein. Voilà. Et du coup, c'est simple. Je dis, en gros, avec tous les mois de fermeture, même si on a réouvert, il y a à peu près 1 an et demi où en fait c'était la cata. Donc 1 an et demi de loyer, 1 an et demi de charges fixes, 1 an et demi, moi il y avait quelques personnes qui travaillaient en freelance avec moi et que j'ai jamais laissé tomber. J'ai continué à les payer pendant tout le Covid. Ah, c'est fort, bravo. Ça représente beaucoup d'argent. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On aurait ça, on aurait de l'argent à la banque. Hein, tu vois. Et le problème, c'est que pour rattraper ce retard en restauration, c'est très, très, très long. Ah oui, très c'est long. Proportionnel. Enfin, très long. Les économies d'échelle que vous faites par an compenseront au bout d'un certain nombre d'années le manque qu'il y a eu sur un an. Comme en plus, on a les augmentations des matières premières, l'énergie, etc. Tu vois. Ça va être un peu long, donc là on va essayer de renégocier la dette bancaire pour nous donner un peu de souffle et justement pouvoir nous permettre de développer, tu vois, mais oui, c'est voilà, faut se dire qu'en effet de l'extérieur c'est pas toujours ce qui se passe vraiment à l'intérieur, quoi. Ouais, et puis c'est aussi, tu sais, j'ai pas envie que les gens pensent quelqu'un qui est dans la restauration, qui est en train de vivre un moment compliqué. Moi, j'ai pas envie que ça le plombe de, par exemple, regarder mon compte ou de m'écouter et se dire ah ouais, elle a de la chance, moi ça va pas, c'est la galère et tout ça. Non, en fait, on est tous dans la même galère. Il y a différents niveaux, mais moi aussi, je suis dans la galère. Voilà. Mais il faut se battre. Hein. Par contre, ça, j'ai l'expérience, moi, de ça. J'ai l'expérience de... J'ai eu plein de galères pendant toutes ces années, tu vois. Et je suis encore là. Donc, en fait, il faut juste jamais lâcher. Jamais. J'adore parce qu'il y a plein de titres d'épisodes qui me viennent en tête pour celui-ci. Je sais pas lequel je choisirais, mais tu vois là, jamais lâcher l'affaire. J'en sais pas mal, tu vois, mais j'en ai eu d'autres. Donc ah non, faut jamais rien lâcher. Vraiment, ça pour moi, c'est et c'est ce que je dis quand on m'envoie un DM. C'est compliqué. Moi, en fait, des fois, c'est vraiment, je lis l'histoire et je me dis ah ouais là, c'est compliqué. Et je ne fais que dire, il ne faut pas lâcher. Jamais. Il faut s'adapter, il faut réfléchir. Là, ça va pas, qu'est-ce que je peux changer Enfin, voilà. C'est hyper inspirant comme partage. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Il y a une question que je pose pas tout le temps, mais j'ai bien envie de te la poser. Donc, tu as 2 enfants. Imaginons, tu es amené à disparaître. Tu changes de pays ou tu nous quittes. Et tu as juste une feuille, un stylo, et tu peux leur laisser un enseignement. À mes enfants ? Ouais. Une maxime, des mots de sagesse, qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager ? Déjà, ça me met une boule d'angoisse dans la gorge. C'est vrai qu'en plus, tu es très horrible. Vraiment, pour moi, le plus important, c'est qu'ils soient heureux. C'est qu'ils se lèvent le matin en étant heureux, tu vois. Donc, je sais pas quelle phrase je pourrais leur laisser, mais tu vois, mes enfants, je leur dirais pas rien ne résiste au travail. Même si je leur dis beaucoup. Mais le plus important pour moi, le succès et
La réussite dans la vie, c'est de choisir son métier. Donc, faites en sorte d'être heureux, quoi. Pour moi, c'est ça la vraie réussite. Ouais. Donc, je sais pas comment je formulerais ça. Mais c'est l'idée que tu leur Mais partagerais. c'est l'idée que je leur partagerais, ouais. Je te pose la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Savoir la liberté de choisir. De choisir et, du coup, d'être heureux. Super, je pense que ça boucle bien notre conversation. Merci Cathy, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Hyper chouette, j'ai un peu l'impression de faire partie d'un film pendant que tu nous racontais toute ta vie. C'était hyper intéressant. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, sur Season, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Peut-être plutôt sur Instagram. Ouais, je mettrai ton Insta, celui de Season. Ouais, parce que je vais essayer en plus de... Là, c'était un peu un endroit d'amusement pour moi, Instagram, parce que je suis pas, mais j'ai envie de commencer à partager un petit peu plus et de commencer à ce rêve d'aider les gens que je veux transformer en objectif, de peut-être commencer à faire des petites choses justement dans ce sens-là, quoi. Trop bien, on ira voir tout ça et puis j'espère à très vite. Oui, merci beaucoup.